Hello à tous, bienvenue sur le podcast Gatéméry. Je suis Anne Guersard, votre hôte. Ce podcast veut porter un autre regard sur le sens que l'on donne à la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque semaine, en l'occurrence le jeudi, je vous invite à partir à la quête du sens de la réussite avec des invités aux horizons divers. Ils sont cadres supérieurs, entrepreneurs, sportifs ou encore artistes, mais ce qui les réunit, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ une petite heure, nous allons entrer dans leur univers pour découvrir l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leur processus de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur travail. Mon but est que vous tiriez le maximum d'enseignements de ces échanges pour vous en inspirer et ainsi vous rapprocher de votre propre réussite. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de me donner un coup de main est de mettre une note 5 étoiles sur iTunes, mais aussi d'en parler autour de vous, que ce soit à vos amis, vos collègues, sur les réseaux sociaux. Bref, vous êtes mes meilleurs ambassadeurs et ça me donnera un gros coup de boost. Aujourd'hui, nous allons voyager en Chine avec le concept Bao Family, qui revisite la cuisine chinoise, initiée par Céline Chung, mon invitée du jour. Céline, française d'origine chinoise, a longtemps endossé le modèle de ses parents dans son parcours. Bonne élève, elle fait une prépa, une école de commerce et rejoint un cabinet de conseil. Mais très vite, elle ne se sent plus à l'aise dans son environnement de travail et de là commence une longue année d'introspection pour trouver sa voie. Cette voie, Céline va la trouver en repartant de ses origines chinoises. Et c'est comme ça qu'est né le concept Bao Family. Céline a ouvert son premier restaurant Petit Bao il y a maintenant près de 2 ans et a récemment ouvert Gros Bao, un second restaurant de près de 300 couverts sur le canal Saint-Martin. Si vous êtes de passage à Paris, je vous invite à y faire un tour car c'est vraiment délicieux. Dans cet épisode, Céline nous livre les contraintes familiales et culturelles auxquelles elle a dû faire face et comment elle s'en est libérée. On a aussi parlé de sa vie en entreprise où elle se sentait bridée dans son dynamisme, de la redécouverte de sa culture chinoise et de la nécessité de mieux se connaître pour trouver sa place. J'ai beaucoup aimé mon échange avec Céline qui fait preuve de beaucoup de détermination et de passion. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Céline Chung. Salut Céline. Salut Enger. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment ravie de t'avoir ici. Je suis honorée. C'est très cool. Alors Céline, il y a un truc qui m'a fait rire. J'ai écouté ou lu, je sais plus. C'est que ton père t'a pas parlé pendant une semaine car tu avais raté HEC pour l'ESC Grenoble. Ouais, c'est ça. Donc, ça m'a fait rire parce qu'il m'est arrivé la même chose, mais moi avec le choix de mon bac. Du coup, avec le recul, est-ce que tu as fait tes études de commerce par choix ou parce que tes parents te l'ont dit ? Avec le recul, t'arrives un peu à savoir. Alors, je pense que, tu vois, je suis une fille d'une famille chinoise où l'éducation est très très importante parce que mes parents ne sont jamais allés à l'école et en fait, je suis la première de toute ma famille à avoir eu la possibilité, en tout cas, ou l'opportunité ou la chance de pouvoir faire des études supérieures. D'accord. Donc, mes parents ont toujours porté beaucoup d'espoir en mon frère et en moi, pour que justement on ait peut-être une vie peut-être je sais pas plus intellectuelle ou en tout cas une vie en tout cas que eux n'avaient pas la possibilité d'avoir parce que eux ont immigré, ils ont quitté la Chine quand ils étaient jeunes, ils ont dû travailler très dur pour essayer de réussir leur ascension sociale et au final quand on était petits ils ont toujours mis pas mal de pression justement pour qu'on réussisse nos études. Et donc quelles qu'elles soient, hein, mais il fallait que ça soit des études prestigieuses. Et c'est vrai que franchement, moi dès la maternelle, il fallait que j'ai des bonnes notes, quoi. Ah oui. Enfin, il fallait que dès la maternelle, il fallait que je sois la meilleure de la maternelle, je sais plus. Donc et tu vois ça m'a poursuivi un peu, franchement pendant toutes mes études. Et du coup, tu vois, c'était tellement ancré en moi que, enfin, tu vois, il m'avait tellement fait un énorme lavage de cerveau que pour moi, c'était une évidence que oui, j'allais faire des hautes études. Ouais. Et en fait, ils sont tellement poussés parce que, tu vois, j'avais pas le droit de pas avoir 20 sur 20, j'avais pas le droit de pas être la meilleure de la classe. En fait, ils avaient commencé à construire une espèce de destinée pour moi. Et tu vois, quand t'es jeune, tes parents, ce qu'ils te disent, c'est un peu quand même, c'est comme la voix de Dieu, quoi. Enfin, tu vois. Bien sûr. Voilà, donc moi, j'ai vraiment intégré ça au plus profond de moi.
Et donc je m'étais dit oui, moi ma destinée ça va être de faire des grandes études. Et voilà, tu vois, c'est comme ça que je me suis lancée. Après tu vois, j'avais les choix entre médecine, entre Dauphine, entre faire une prépa pour après intégrer une école de commerce, parce que c'était un peu comme mes appétences, tu vois, j'ai fait un bac S. Et donc tu vois, mais après moi j'avais vraiment le profil forte dans toutes les matières. Voilà, après j'avais juste moi ce que j'adorais c'était quand même toutes les matières histoire, mathématiques et tout. Donc logiquement, tu vois, je me suis orientée vers la classe prépa et du coup logiquement vers une école de commerce. Et ça s'est plus fait vraiment par rapport, tu sais, à mes appétences, à mes facilités, quoi. Oui, je vois complètement. Enfin, c'est un peu aussi le choix qu'on fait tous, hein, tu sais. Ouais. Quand t'es bon en éco, bah tu te fais une prépa éco, etc. Complètement. Et quand t'étais petite, tu te souviens de quoi tu rêvais? Effectivement, t'as ces voies-là que tu suis de manière un peu naturelle, j'ai envie de dire. Ouais. Mais est-ce qu'au coin de ta tête, t'avais un peu un rêve d'enfant? Je pense que mon rêve d'enfant, ça a toujours été d'être une femme libre. D'accord. Et j'avais pas forcément du tout de profession en tête. Tu vois, je me suis jamais projetée en étant, je sais pas moi, professeur, médecin, fleuriste. Tu vois, ça jamais. Par contre, j'avais besoin de liberté parce que je sentais, tu vois, que je vivais un peu dans des espèces de contraintes, tu vois, liées à ma culture, des contraintes liées voilà, à l'éducation de mes parents qui était plutôt stricte. Et je crois que je rêvais, tu vois, d'un monde dans lequel je pourrais faire ce que j'ai envie de faire. Et en fait, je pense que moi, ce qui m'animait, c'est j'ai toujours été super curieuse, tu vois. Moi, j'adorais l'école. Vraiment, l'école, moi, c'était mon terrain de jeu parce que, tu vois, j'apprenais. Enfin, à chaque fois que je découvrais un nouveau sujet d'une nouvelle matière, j'étais surexcitée, tu vois. J'étais trop contente et de plonger à fond dedans parce que je connaissais pas et que j'allais pouvoir tout apprendre. Et voilà, je me suis toujours dit que j'allais avoir plutôt une vie d'exploration et que ce qui m'intéressait c'était vraiment plus de découvrir plein de sujets différents, de me les approprier. Et je crois que c'est un peu ça qui m'a drivé. Et je t'avoue quand même que quand j'ai grandi, tu vois, vers l'adolescence, j'ai commencé à faire mes premiers jobs. Tu vois, je travaillais dans le magasin des parents parce que ils étaient commerçants. Oui, c'est ça aussi, je voulais en parler, ouais. Du coup, tes parents, ils sont entrepreneurs aussi? Entrepreneurs aussi, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai fait mes premières expériences professionnelles avec eux dans leur boutique en étant vendeuse. Je suis allée aussi voir, j'ai été vendeuse chez les clients de mes parents pour voir aussi de l'autre côté, tu vois, ce que ça faisait. Et je sais pas, je pense que dès 14 ans, je m'étais un peu projetée quand même en étant une femme d'affaires, tu vois, une businesswoman. Le fait de voir tes parents entrepreneurs, peut-être que ça a aussi joué. Ah oui, je pense que ça a carrément joué, en tout cas dans ma perception de ma future carrière, parce que déjà je me suis dit que c'était possible. Ouais. Tu vois, rien que le fait de voir que tes parents, tu vois, sont partis de rien et ont construit et ont eu des boutiques et ils sont entrepreneurs alors que tu vois ils maîtrisaient pas bien la langue française, qu'ils avaient pas fait d'études. Déjà ça t'enlève la barrière de c'est pas possible. Ouais. Donc moi je me suis toujours dit ok c'est possible. Et en plus, tu vois, ils ont aussi une espèce de liberté quand même. Oui, mine de rien, oui. Enfin, ils ont eu le choix de faire ce qu'ils voulaient en fait quand ils sont arrivés ici. Alors, je sais pas si c'était vraiment ce qu'ils voulaient. Eux, c'était vraiment plus par défaut. D'accord. C'est-à-dire que, tu vois, comme ils n'avaient pas fait d'études, ils pouvaient pas non plus prétendre, tu vois, à bosser pour des entreprises. Vraiment, ils avaient pas de qualification. Donc, le seul moyen, c'est un peu de se démerder un peu tout seul et de voir ce qu'on peut faire. Donc, mes grands-parents, tu vois, ils ont commencé à faire plein de petits jobs, taxi, vendeurs de journaux, enfin vraiment plein de petits jobs. Ils ont économisé de l'argent pour pouvoir avoir une boutique. Et voilà. Et après, une fois que mes grands-parents avaient une boutique, mes parents ont repris dans la foulée, sans vraiment se poser de questions. Tu vois, ils ont repris l'affaire familiale. D'accord, je comprends. Et quand tu es rentrée en école, comme tu disais, tu avais un peu ce milieu un peu de contraintes. Quand tu entres en école, est-ce que du coup, tu as su t'en libérer? Ouais. En fait, j'ai eu vachement besoin de me libérer de beaucoup de choses. À la fois de cette pression que m'avaient mise mes parents. Tu vois, ouais, ils étaient pas contents et pas fiers non plus que finalement j'ai réussi l'étape de passer des concours et de rentrer dans une école de commerce. En fait, une fois quand j'ai réalisé qu'au final ça leur allait pas, je me suis dit mais en fait il faut que je me détache de ce qu'ils pensent de moi. Oui. Comment t'as réagi? Parce que, enfin, tu vas quand même faire une prépa, c'est quand même pas simple, même si, enfin, moi, personnellement, je l'ai pas trop mal vécu, mais voilà, c'est pas simple, quoi. Ouais, carrément. Et, quand tu intègres une école, bah, en plus, Grenoble, c'est une bonne école, tu vois. Ouais. Et en fait, comment tu réagis face à ça quand tes parents, en fait, sont un peu déçus? Enfin, ça a dû te faire un coup, quand même, non? Ah ouais, moi, ça m'a fait mal, hein. Ouais. Franchement, ça m'a fait vachement mal parce que, je me suis dit, mais ils se rendent pas compte de, comment j'ai galéré pendant 2 ans. Ouais, des sacrifices, bien sûr. Les sacrifices que j'ai fait, genre je suis pas sortie, j'ai pas vu mes potes, j'ai pas fait de sport, j'ai passé mon temps à taffer, mais genre du lundi au dimanche je faisais que taffer et de 6h à minuit, tu vois, enfin. Et en fait, tu vois, et je me suis dit mais en fait enfin vous voyez même pas que moi j'ai souffert. En plus, tu vois, j'avais des soirées, je pleurais, enfin ils voyaient que j'étais en détresse.
Mhm. Et en fait, pour eux, il y avait que le résultat qui comptait, quoi. Et surtout, pour eux, c'était jamais assez. Et en fait, j'ai compris, quand mes parents ont réagi comme ça, que finalement, tout ce que je ferais, ce serait jamais assez. Ouais, Parce qu'en fait, ils avaient des exigences trop élevées. trop haute. Ils voulaient trop contrôler en fait ma vie, tu vois. Ils attendaient à ce que je corresponde à un certain modèle de fille parfaite. Et en fait, je me suis rendu compte que ce modèle de fille parfaite qu'ils voulaient pour moi, en fait, c'était pas ce que moi je voulais pour moi. Ouais. Et en fait, une fois que j'ai compris ça, qu'il y avait un gap entre ce que eux voulaient et ce que moi je voulais pour moi, quand j'ai compris qu'il y avait ce gap, je me suis dit, soit je m'écoute pas et j'écoute que mes parents et ok, et en fait je m'oublie pour suivre la voie dont ils rêvent pour moi, mais en fait je serai jamais heureuse. Soit je commence en fait à m'écouter et à explorer, tu vois, ce qui me fait plaisir et écouter mes aspirations personnelles et je serai peut-être mieux. Et en fait, tu vois, l'école de commerce ça a été vraiment l'entrée vers ça. Donc c'était les premiers pas vers plus l'écoute de moi-même et l'écoute de mes propres aspirations. Ok. Comment ça se matérialisait quand t'es en école? C'est à travers les assos? Ouais, carrément. Ça s'est fait vraiment à travers les assos. Tu vois, j'ai intégré 2 assos qui me tenaient à cœur, 2 assos plutôt humanitaires et solidaires. Une pour aider, enfin sensibiliser en tout cas les futurs cadres à l'insertion des personnes en situation de handicap en entreprise. Mhm. C'est une semaine de gestion de projet à mener. Et puis un autre projet solidaire pour une association qui aide des enfants défavorisés en Indonésie. Donc pour construire, on a récolté des fonds, tu vois, pour construire une école, une bibliothèque, des sanitaires. Ah ouais, je vois, j'ai fait la même chose au Pérou quand j'étais en école. Et tu vois, là, c'était le premier pas parce que à la fois, tu vois, j'ai rejoint des projets qui me tenaient vraiment à cœur, et en plus, là, j'étais chef de projet de ces projets, donc j'ai commencé, tu vois, à mener des projets de A à Z, à mener des équipes, et c'était un peu le premier pas aussi vers l'entrepreneuriat. Ouais, complètement. Non, mais souvent, c'est assez drôle, mais tu vois, quand on fait, moi, en tout cas, quand je me suis posé la question de ce que je voulais faire, etc., bah, c'est en retournant en arrière sur ces choses-là qu'on faisait de manière naturelle, en fait. Complètement. Sans pression, mais avec une énergie folle, hein. Avec une énergie folle, bah, c'est souvent là où on trouve, en fait, notre plus grand plaisir. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois, je me suis rendu compte qu'en bossant sur ce type de projet, je pouvais passer des heures, mais genre sans compter. Exactement. Et ça me faisait trop plaisir. Et en fait, je me rendais compte que je réussissais finalement à mener tout à bien. Tu vois, même, et c'est là où je me suis dit, mais en fait, tu vois, on a fait un truc génial, ça a trop bien marché, c'était pas évident, on a réussi. Enfin, tu vois, c'est un peu des mini succès, Ouais. mais qui te confortent aussi dans ta capacité à rassembler les gens autour de toi. Puis qui te donne confiance aussi, hein. Et puis à cet âge-là, tu vois, t'as 21 ans, Ah bah oui, t'as 20 ans. t'es tout jeune, tu vois, donc on a vieilli un peu. Mais, et du coup, juste après ça, donc t'as fait, je pense, des stages en césure et tout. Et ensuite, pour ton premier job, t'es allé dans le conseil. Pourquoi t'as fait ce choix? Parce que c'est un choix assez classique, hein, sortie d'école, hein. Carrément. En fait, alors juste pour revenir, tu sais, sur l'école, Ouais. c'est un moment pour moi, tu vois, j'avais envie quand même d'explorer mon côté, ma culture chinoise. Parce qu'en fait, la culture chinoise, je l'avais vraiment par rapport à l'éducation que m'ont donné mes parents. D'accord. Et en fait, j'allais en Chine quand j'étais petite, tu vois, j'allais en Chine tous les ans. J'allais tout le temps dans ma ville d'origine qui est Wenzhou, une ville au sud de Shanghai. D'accord. Et alors, franchement, je connaissais que ça. Ouais. De toute la Chine, qui est un pays immense, je connaissais que Wenzhou parce qu'on allait voir mes grands-parents et on n'a pas du tout exploré la Chine. J'ai vraiment ressenti le besoin de découvrir la Chine par moi-même. Et en dehors, tu vois, des yeux de mes parents. Ouais, c'est hyper important. Tout à fait. Moi, mes parents sont d'origine sénégalaise et pareil, à 23 ans, je suis partie toute seule faire un road trip pour avoir ma propre vision. Parce que effectivement, tu y vas tous les ans, mais t'as ce prisme en fait de tes parents Bah, et t'arrives pas forcément à t'en détacher, tu vois. complètement. Et du coup, j'ai fait mon échange à Shanghai Trop bien. parce que j'avais vraiment besoin de vivre l'expérience chinoise à ma manière. Et tu vois, du coup, ça m'a permis vraiment de me reconnecter moi-même par rapport à mon pays d'origine parce que j'ai vachement voyagé, j'ai eu plein d'amis chinois. Et ça m'a permis de me forger un peu ma propre vision, tu vois, du pays. C'était super important pour moi. Et en fait, tu vois, quand j'étais à Shanghai, c'était vraiment mon dernier semestre. Je me suis posé la question, est-ce que je reste travailler en Chine parce que tu vois, j'ai encore envie d'explorer des choses. Tu vois, j'ai pas encore fini ma connexion avec mon pays d'origine, ou est-ce que je me lance dans un métier qui me parle plus. Et en fait, le choix du conseil, ça s'est fait parce que tu vois, moi,
j'aime beaucoup de choses différentes. Tu vois, j'aime la finance, le marketing, les RH, la gestion. Ouais, t'es un peu multipotentiel, quoi. Voilà, je suis un peu, j'adore. Et en plus, moi, ce que j'aime, c'est de passer de sujet en sujet. Tu vois, je peux pas faire de la finance pendant trois mois. Enfin, après, je commence à m'ennuyer. Tu vois, je vais faire autre chose. Ouais, je suis pareil. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je me suis retrouvée dans le conseil. C'est parce que je trouvais que, tu vois, les missions étaient super variées. En plus, tu changes de secteur parce que tu travailles pour des clients au secteur complètement différent. Tu changes de mission tous les 6 mois. Et en fait, c'est ça qui m'a attirée, c'est travailler sur des missions nouvelles, sur des enjeux nouveaux, des secteurs nouveaux, et ça de manière, voilà, assez Récurrente. Récurrente, exactement. Moi, ce que j'aime, c'est apprendre. Et je me suis dit qu'en conseil, ça allait être là où j'allais pouvoir continuer à apprendre au max. Et je t'avoue que j'avais déjà l'idée de monter une boîte juste après l'école. Tu vois, dans ma tête, dans un coin de ma tête. Mais à cette époque-là, je pense que je me sentais pas encore prête à monter un projet. Enfin, tu vois, je sentais que j'avais besoin d'acquérir de l'expérience et dans des grandes entreprises parce que Bien j'avais sûr. besoin de, tu vois, voilà, forger de structure, oui, bien sûr. méthode. Et voilà, je sentais que j'étais encore en période d'apprentissage et donc je me suis dit que le conseil, ça était aussi une très bonne école, tu vois, pour ça. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Si tu devais me donner les principaux enseignements que tu as appris pendant tes 3 ans en conseil, ça serait quoi? Ouais, alors moi je pense que c'est les côtés relationnels. Mm-hmm. C'est-à-dire vraiment comment faire adhérer les gens autour de ton projet et les embarquer avec toi. Et ça, c'est vraiment, je pense que j'ai développé, tu vois, ma capacité d'écoute, d'empathie et d'adaptation, tu vois, de mon discours et de ma communication finalement pour arriver à mener les projets jusqu'au bout, quoi. Et c'est vraiment la gestion, tu vois, que ce soit à la fois tes équipes en interne, que ce soit prestataires, et en plus tu parles à des clients de haut niveau, tu vois, alors que t'es super jeune, et t'arrives quand même à les embarquer avec toi, et c'est vraiment toutes ces capacités de communication et d'écoute qui me servent beaucoup aujourd'hui. Ouais, non, mais à quel moment tu as senti que le conseil n'était plus fait pour toi? En fait, je l'ai senti au bout de 2 ans. D'accord. En fait, la première année, elle est géniale. Tu te fais plein de potes, tu sors d'école, t'es libre. Moi, j'ai profité de ma vie à Paris. Tu vois, c'était cool. Enfin, vraiment, c'était plus ma vie que j'aimais bien plutôt que le métier. Ouais. La deuxième année, c'est bon, t'as bien profité de Paris. Du coup, tu te dis, tu commences à commencer ta carrière. Et tu vois, j'étais excitée, on va dire, les 2 premiers mois de mission parce que c'était le moment où je rentrais dans les sujets, où j'apprenais plein de choses, je capitalisais et je commençais à construire le projet. Tu vois, ça, c'était génial. Et en fait, à partir du moment où on commence à bosser sur les projets avec les équipes, pour moi, tout était hyper lent. Ouais. En fait, j'ai accumulé pas mal de frustration parce que c'était super hiérarchique. Pour prendre une décision, franchement, il fallait passer par 4 personnes. Et pour moi, tout était trop long. Tu vois, pour lancer un projet, il fallait des mois. Et franchement, moi, ça a commencé un peu à m'ennuyer. Et je trouvais que, tu vois, les gens manquaient aussi de courage. Parce que t'es dans des univers qui sont très politiques. Alors, tu vois, pour garder un peu ta position, faut faire super attention. Ouais, c'est très politique et tout, bien sûr. Ouais. Et alors que moi, tu vois, je pense que je suis quelqu'un qui a pas mal d'énergie et moi, j'ai envie de tout. Enfin, là, je suis un peu en mode, vas-y, on lance le projet, on bombarde, on défonce, on y va, tu vois. Et en fait, j'étais complètement bridée dans mon énergie, dans mon dynamisme. Et en fait, moi, ça m'a cassé. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, quand toi, t'as le feu et que derrière, ça suit pas, alors que vraiment, je m'étais rendu compte que c'était à moi de m'adapter à leur rythme. Oui. Et après, en fait, toi, du coup, t'es hyper étriqué, quoi. Voilà, complètement. Et en fait, tu vois, je me suis rendu compte que moi, je ne pouvais pas changer qui tu es, bien sûr. Voilà, exactement. Et que, en fait, j'étais capable quand même de mener ces projets à bien, mais tu vois, à un rythme qui était trop lent pour moi. Et en plus, les projets, je les trouvais intéressants, mais tu vois, je vibrais pas. Ouais, c'était pas transcendant, quoi. Ouais, je vois. Franchement, c'était des projets qui étaient hyper structurants pour les boîtes pour lesquelles je bossais, tu vois. Mais moi, ça me parlait pas. J'étais quand même indifférente à leurs enjeux, indifférente aux impacts que eux voulaient mener, tu vois, sur les sociétés et tout. Moi, en tout cas, ça me touchait pas. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, en fait, ce que je fais, ça n'a pas de sens pour moi. Oui. Je comprends le sens objectif, tu vois, mais en fait moi clairement ça m'anime pas, ça me donne pas envie de me lever tous les matins avec une énergie de dingue. Tu vois, je sentais que j'étais en train de pas de pourrir, mais tu vois, en fait j'avais l'impression que je n'exploitais pas toute ton potentiel, ouais. Et donc en fait au bout de 2 ans vraiment,
enfin tu vois, j'ai senti, c'est un truc très intérieur, tu vois, que tu ressens, que ça m'allait pas, tu vois. Moi, j'arrivais pas, absolument pas à me projeter en tant que senior ou manager. Enfin, j'avais même pas envie d'atteindre ces positions-là parce que ça, pour moi, ça ne faisait aucun sens. Et c'est là où je me suis dit, en fait, ça te va pas. Enfin, ça sert à rien de pousser. Et concentre-toi plutôt sur ce qui t'anime. Et j'ai eu une longue période de réflexion, tu vois, ça a duré 1 an. Ouais, c'est ce que je me dis. Cette période, je l'appelle toujours la traversée du désert. Ouais, c'est ça. Elle peut être hyper longue. Ouais. Et en fait, justement, enfin, quand tu as ces questionnements, et je pense qu'on est beaucoup à se poser ces questions-là, hein, Ouais. et ce que tu dis est très important aussi, le fait que ça n'a plus de sens pour toi, mais c'est pas pour autant que ça n'a pas de sens pour les autres. Moi, c'est un truc que je dis tout le temps, tu vois, parce que tu peux avoir un taf qui est hyper cool et tout, enfin, de l'extérieur, il va être cool. Complètement. Ouais. Mais t'es en mode, bah, en fait, c'est bien, mais moi, ce n'est plus pour moi. Voilà, c'est exact. Ça te prend une bonne année, c'est traverser le désert. Mais du coup, est-ce qu'à cette époque, t'avais déjà une idée de ce que tu voulais faire ou pas du tout? Alors du coup, en gros, cette traversée du désert, c'est vraiment une phase entre une excitation parce que tu te dis putain enfin, Ouais. tu vois, je vais me lancer vers quelque chose qui me plaît, et des doutes immenses parce que tu te dis putain, je vais lâcher une situation qui est hyper confortable. Genre j'ai travaillé toute ma vie pour faire une prépa, une école de commerce pour devenir cadre et enfin voilà. Et tu te dis tu lâches en fait un peu ton passé ou tous les efforts que t'as fait, voilà, vers un inconnu complet. Et en plus tu t'étais fait tellement d'idéaux dans ta tête, de projections en fait, que tu te disais que tu balayes tout ça dans le revers de la main et c'est pas facile, tu vois, vraiment de te dire que tu vas sortir de ça quoi. Et en vrai, tu vois, j'ai quand même senti que j'avais la fibre entrepreneuriale en moi. Et en fait, au bout de 2 ans, je me suis dit ok, c'est peut-être le temps, tu vois, que je pense que t'es peut-être enfin prête à réfléchir pour lancer ton propre projet. Okay. Et donc je m'étais quand même dit qu'après le conseil, soit je bossais d'abord pour une start-up pour comprendre un peu l'univers de la petite boîte et tout. Si je trouve un projet qui me plaît, soit je lance ma propre boîte. Je vais explorer un peu les deux en parallèle, tu vois, je regardais un peu les offres qu'il y avait en start-up, mais franchement, quand je regardais les offres, il y a rien qui me donnait envie. Enfin, rien m'excitait, rien provoquait, tu vois, une folle énergie en moi. Enfin, ça me faisait pas grand-chose. Et par contre, quand je commençais à réfléchir, tu vois, à des projets que je pouvais lancer, j'avais un petit carnet, tu vois, que j'avais avec moi tout le temps. Et dès que j'avais des idées, tu vois, je les notais sur mon carnet. Et ensuite, je développais ces projets. Trop cool. Et en fait, très très rapidement, tu vois, je faisais des mini business model, business plan, juste pour pousser le projet, pour voir si tu vois, il y avait une clientèle. S'il y a un marché, s'il y a un truc, bien sûr. Exactement. Et tu vois, je pense que j'ai noté 10 projets comme ça sur mon carnet que potentiellement j'avais envie de lancer, qui potentiellement pouvaient marcher aussi. Il y a 6 projets sur 10 qui concernaient la food. Ah oui, donc ouais. Et là, je me suis dit, ok, en fait, t'as quand même un truc, t'as quand même un intérêt assez vif pour la food. Et donc, et là, je me suis dit, ok, franchement, il faut que t'explores ce sujet-là. Donc, tu vois, j'ai éliminé les 4 autres projets, je me suis concentrée sur les 6. Et en fait, de manière très intuitive, c'était pendant un voyage en Iran, j'avais tous ces projets. Et à un moment, tu vois, j'ai commencé à vraiment pousser l'idée du restaurant chinois à Paris pour faire des bao, parce que j'adore ça. Et c'est ce que j'avais vu à Shanghai, j'avais envie de ramener ça à Paris. Et en fait, quand j'ai commencé à pousser cette idée, c'est la seule où, tu vois, j'ai ressenti un peu le guts feeling, où je me suis dit, en fait, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, ce truc un peu inexplicable où vraiment, je vois. Je me suis projetée dans ça. Tu vois, j'ai commencé à me projeter moi en train de ouvrir un restaurant, moi en train de travailler dans un restaurant, en train d'imaginer le restaurant. Non, mais très important la visualisation. Moi, c'est un truc que j'utilise vachement et qui marche énormément. Carrément. Et en fait, c'est la première fois, tu vois, dans cette visualisation où vraiment j'ai ressenti un truc physique. Je me suis dit, en fait, c'est ça. Dans tout le voyage, en fait, ce sentiment-là, tu vois, il m'a pas quitté. Et en gros, quand je suis rentrée de mon voyage, j'ai démissionné. Comme ça. Ouais. T'as pas eu peur? Ah si. Mais clairement, en fait, c'est ça, c'est que tu navigues toujours entre t'es trop excité et t'es content parce que tu sens que c'est la bonne voie pour toi, et t'as peur et tes doutes, quoi. Et après, je pense qu'il faut juste se rendre compte, oui, t'as peur, que c'est normal. Tout le monde a peur dans ce genre de situation. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment de suivre ton intuition. Et tu vois, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi mon intuition et après, j'y suis allée, quoi. Du coup, t'avais pas de backup financier. La majorité des gens, qui leur fait peur, c'est se dire, ok, je quitte du jour au lendemain. Oui, mais ok, comment je vais me rémunérer? Et toi, c'est pas un truc qui t'a fait peur? Alors, je t'avoue que inconsciemment, tu sais, enfin pas inconsciemment parce que je l'avais fait quand même consciemment, mais j'avais économisé pas mal d'argent sur mes 3 années de conseil, parce que en fait, je savais que j'allais monter un projet un jour. Je savais pas quoi, tu vois, mais je me suis dit, un jour, si je veux monter un projet, j'aurais forcément besoin d'un peu de thunes.
Au moins, t'auras un backup. Exactement. Et donc, tu vois, j'avais mon backup, j'avais un apport, tu vois, assez important. Ouais. Et mais par contre, cet apport-là, pour moi, il allait pas du tout me permettre. Pour moi, il allait me permettre de financer le projet, tu vois, pas de vivre. Et par contre, je t'avoue que sur l'aspect vie perso, ça m'a pas fait peur de couper tout mon confort. Pour moi, l'argent, en fait, c'est tellement pas important. Enfin, pour moi, en fait. Je suis très heureuse en lisant, tu vois, Ouais. en ayant mes amis et en n'ayant pas grand-chose. Après, moi, j'adore, je te dis ça, j'adore aller au resto, j'adore sortir, j'adore aller au cinéma, au théâtre, à l'opéra. Enfin, j'adore tout ça. Mais en fait, je sais que en gros, mon focus à ce moment-là, c'était de faire mon projet et qu'en fait, j'étais assez convaincue que l'argent, il allait revenir à un moment. Ouais. C'est ça. C'était peut-être 2 ans, on va dire, difficiles. Enfin, tu t'as plus le même rythme de vie. Tu serres les dents et tout, oui, bien sûr. Comment tu serres les dents, voilà, tu vas moins au resto, tu fais moins de vacances, enfin voilà. Mais pour moi, c'était important de mener à bien mon projet et que mon projet c'était plus important finalement que mon confort matériel, tu vois. Puis après, enfin, surtout l'argent, enfin, moi, du coup, j'ai appris ça avec le temps, hein, mais c'est qu'un moyen, en fait. Exactement. En réalité, on se focalise énormément dessus, mais en réalité, c'est qu'un moyen. Donc, si tu sais effectivement que pendant un temps, bah, tu te serres les dents, mais qu'après, tu pourras retrouver ton confort habituel, let it be, tu vois. Bah, complètement, c'est ça. Et une fois que t'es à l'aise avec cette idée, que en gros, je pense que t'as choisi, tu t'es dit, ok, voilà, c'est décidé pendant 2 ans, ça va être un peu galère, mais en fait, je sais que c'est ce qui va faire que je vais être épanouie. C'est ça. Parce que je suis pas épanouie finalement avec mes trucs matériels. Bah en fait, je pense que ça te soulage un peu et voilà, tu t'en défais un peu, tu vois, de cette pression par rapport à l'argent. Complètement. Non, mais je suis d'accord. Comment est-ce que tes parents ont réagi quand t'as démissionné? Ah, ils m'ont dit que j'étais folle. La finesse, tu vois, de mes parents. Qu'ils comprenaient pas que j'avais fait autant d'études pour démissionner et faire quoi. Ils étaient là, mais t'es bête, mais je comprends pas, mais t'as fait autant d'études pour comment tu peux réfléchir à ça, comment tu peux penser ça, enfin bref, j'ai eu toutes les phrases horribles, tu vois. Et toi, comment tu réagis à ça? Bah en fait, moi franchement j'étais mal. À chaque fois que mes parents de toute façon me font ce genre de reproches ou me dénigrent ou me dévalorisent, moi franchement je suis plus bas que terre. Hein. Ouais. C'est super dur. Après en gros je vais être mal, mais plus parce que je suis mal. Parce que je me dis j'ai déçu mes parents, tu vois. Enfin, ce qui me fait mal en fait, c'est de me dire que voilà, je suis pas la fille dont ils rêvaient, que je les déçois et tout. Ça me fait mal. Après, je me dis, ça me donne aussi une rage en moi et tu vois cette rage, elle m'a porté, hein, ça je le sais très bien. Je vais leur dire en fait, vous allez voir, je vais faire un truc incroyable et vous allez pas en revenir en fait, et vous allez voir, vous allez être fiers de moi un jour et ça sera pas de la manière dont vous pensez, ce sera un autre moyen, mais vous serez fiers. Je sais pas comment, donc tu vois, je passe par une phase où je suis pas bien et ensuite ça me donne une espèce de rage qui me dit non mais vous allez voir en fait, je vais m'en sortir et ça va être génial. Puis tu crois en fait, ouais, tu crois au projet. Voilà, c'est comme ça que je réagis, mais je t'avoue que c'était vraiment pas facile parce que tu vois, ils ont tendance à quand même à me plomber dans mon énergie. C'est une énergie qui est assez négative et des pensées qui sont plutôt négatives parce qu'en fait, ils projettent complètement leur peur sur moi. Et puis les parents, ils veulent toujours que leurs enfants soient en sécurité, tu vois. Et dès que toi, tu te mets en zone d'insécurité, en inconfort, tu vois, ça les tend. Quand j'ai commencé à bosser sur les projets, j'ai très vite bossé pour Paris-New York. J'étais bras droit des fondateurs. C'était un peu dans mon apprentissage, tu vois, dans mon nouveau métier. Comment c'est arrivé? Parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que voilà, tu as le concept, tu poses ta dème, mais tu connais pas le milieu de la restauration, je pense, parce que du coup, tu y as jamais travaillé. Ma question, c'était, oui, comment tu commences, en fait? Ouais, alors, première réaction, alors moi, je suis quelqu'un de plutôt réfléchi. Donc, tu vois, tout de suite, je me suis lancée dans le concept, dans le business model, le business plan, et je suis allée très vite, tu vois, sur les aspects financiers pour voir comment est-ce que ça allait pouvoir tenir, quoi. Ouais. Et en fait, pour peaufiner ces 2 documents, je suis allée à la rencontre des entrepreneurs, d'accord, de restaurateurs, et j'en ai rencontré pas mal. Et et ça m'a vachement éclairée et ça m'a permis de peaufiner, tu vois, le projet. Et ensuite, j'ai ressenti le besoin d'expérimenter sur le terrain. Tu vois, j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait un resto de l'intérieur. Mais très important de tester, ouais, très important, ouais. Exactement. Et j'avais besoin de cette expérience terrain. Et donc, tu vois, moi, j'avais juste vu les fondateurs de Paris New York pour leur poser mes questions sur le projet. Et ensuite, j'aurais demandé, si jamais vous cherchez une serveuse, moi, je suis motivée, j'ai envie de voir comment ça fonctionne. Et donc, j'ai commencé en service là-bas. Et en gros, très rapidement, au bout du 2e service, Rudy m'a dit, viens, on parle de ton projet. Donc, on a commencé à parler du projet. Et après, finalement, lui, il avait une autre idée en tête. Il voulait que
je l'accompagne, tu vois, dans le développement de ses restos, et du coup, il m'a proposé un poste de bras droit. Trop bien. Et là, tu vois, c'est un peu une opportunité que tu n'attends pas. Et j'ai pas mal réfléchi parce que j'étais à fond, tu vois, je voulais lancer mon resto. J'avais pas envie de ralentir. En tout cas, j'étais bien embarquée en tout cas dans le chemin. Et finalement, je me suis dit que on a eu un super bon feeling avec Rudy et Graphi, les deux fondateurs. J'adorais leur projet et je me suis dit que c'était vraiment quand même cool d'en apprendre un max avec eux. Surtout que ils développaient quand même voilà un type de concept qui se rapprochait aussi de ce que je voulais faire. Donc je me suis dit que c'était quand même pas mal avant de me lancer toute seule dans l'aventure de voilà d'apprendre à leur côté quoi. Et donc du coup j'ai bossé 1 an avec eux. Et du coup qu'est-ce que t'as appris que t'as servi pour l'ouverture de ton resto? Alors je pense que c'est vraiment moi ce que j'ai appris c'est vraiment les qualités, les soft skills d'un entrepreneur. Tu vois, j'étais très très admirative de Rudy et Graphi, des gros travailleurs. Et surtout, tu vois, c'est que il y avait tout le temps la pêche. Genre, il y a un réseau qui marche pas, c'est pas grave, tu vois, on trouve des solutions, on avance. On se fait cambrioler, c'est pas grave, tu vois, on avance. Enfin, après, en plus en restauration, tu rencontres des problèmes, franchement, tout le temps. Le matin, tu te lèves, tu sais pas ce qui va te tomber dessus dans la journée. Et mais en fait, tout le temps, en fait, tu prends ça pas comme des problèmes, mais vraiment comme des sujets que tu dois traiter dans la journée. Et voilà, tu es toujours hyper créatif pour trouver des solutions, pour faire avancer les trucs et toujours garder le cap. Ça m'a vachement inspirée. Je trouve un homme et une femme vraiment incroyables. Je me suis dit mais c'est génial. Ouais, non, c'est clair. Cet état d'esprit dans la vie, je trouve que c'est génial. Et du coup, je pense que ce que j'ai appris, c'est vraiment plus voilà leur capacité d'adaptabilité, à trouver des solutions rapidement, à être hyper optimiste, à avoir une vision claire et à embarquer des équipes avec eux. Enfin, c'est tout ça en fait que j'ai beaucoup observé en fait et qui m'a beaucoup inspirée. Ok, je vois. Donc tu restes 1 an chez eux et après tu lances Petit Bao. Ouais, c'est ça. Quand tu t'es lancé, quelles ont été tes plus grandes surprises? En fait, tu t'es dit ça, je l'anticipais pas du tout et ça t'est tombé dessus et comment t'as su justement apprendre de ça? Alors déjà au niveau des travaux, tu vois, t'as tout le temps des mauvaises surprises et l'enveloppe budgétaire que t'avais budgétée en fait, tu finis tout le temps par la dépasser. Franchement, moi je passe mon temps à courir après l'argent. Et je pensais pas, tu vois, que ça allait être aussi récurrent. Enfin, vraiment. Ouais. Et alors, tu vois, une fois que je boucle un prêt, je dois repartir à la recherche d'un deuxième prêt, tu vois. Et ça, ça n'en finit jamais. Et je pense que ça a été une grosse surprise. Je pensais pas, tu vois, que ça allait prendre autant d'énergie. D'accord. De bon savoir pour les gens qui veulent ouvrir des restaurants, en tout cas. Carrément. Je pense que ce que j'ai appris, c'est que j'ai travaillé avec des gens en qui j'avais beaucoup confiance, qui nous ont aidés à porter le projet loin. Et ça, c'est génial. Et par contre, on a quand même eu des gens qui nous ont fait des coups à l'envers, tu vois. Ils sont partis du jour au lendemain alors qu'on leur avait fait des acomptes, tu vois, on a aussi perdu un peu d'argent, enfin, et que finalement, la clé dans tout ça, c'est vraiment de bien s'entourer. Ouais. Et en fait, plus t'es bien entouré avec des gens qui sont compétents, qui sont talentueux, plus en fait ton projet va aller loin. Finalement, c'est les personnes, si elles sont pas compétentes ou mal intentionnées, en fait, c'est elles qui vont plomber ton projet. Et donc, ce que j'ai vraiment retenu, c'est vraiment d'être vraiment accompagné au mieux, quoi. D'accord, je vois. Et là, tu bosses sur un nouveau projet, hein, Gros Bao, mais il n'est pas encore ouvert. Ouais. Est-ce que tu peux me dire avec le recul comment tu te sens, en quoi ce projet te correspond vraiment? Parce qu'effectivement, tu as plein de difficultés. Hein. Comme tu dis, tu cours derrière l'argent, parfois des recrutements un peu ratés, etc. Mais qu'est-ce qui te fait tenir? Je pense que tu te sens à ta place. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ça et quels conseils tu peux donner aux personnes qui ont envie justement de suivre leur voie? Alors, je pense qu'il y a un truc assez simple sur lequel on peut se fier et que je me suis rendu compte il y a pas longtemps. C'est vraiment, moi, j'adore ce que je fais. Ouais. Vraiment, j'aime ce que je fais et je suis limite amoureuse du resto, tu vois. Ouais. À chaque fois, quand je rentre dans le resto, j'ai les étoiles dans les yeux. Trop chou. Je rentre dans la cuisine, j'ai des étoiles dans les yeux. Quand je vois mes équipes bosser, j'ai des étoiles dans les yeux. En fait, franchement, j'aime très profondément le projet. Mais je l'aime vraiment de cœur, tu vois. Ouais. J'aime bosser sur l'archi, j'aime bosser sur le graphisme, j'aime bosser sur la cuisine, j'aime bosser sur le service, sur l'expérience en salle. En fait, j'aime vraiment tout ce que je fais, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment un bon indicateur qui te permet de te dire si t'es à ta place. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que c'est une passion, comme tout projet que t'aimes par passion, en fait, t'y mets tout ton cœur. Et en fait,
quand tu suis ça, en fait, forcément, tu te sens aligné, quoi. C'est ça, exactement. Et moi, je t'avoue que aujourd'hui, je me sens alignée parce que je suis alignée avec ce que j'aime et je suis aussi alignée avec mes valeurs. Enfin, mes valeurs assez profondes, tu vois, dans la vie. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est créer de la connexion avec les gens. Ce que j'aime, c'est partager des choses avec les gens. Ce que j'aime, c'est créer, tu vois, un endroit où on a l'esprit beaucoup plus libre, où on est beaucoup plus ouvert d'esprit. C'est pour ça que c'était important pour moi de partager un bout de ma culture, tu vois, et de faire un pont entre la culture chinoise et la culture française. Et en fait, finalement, tout ce que le resto représente, en fait, c'est aligné avec mes valeurs profondes. Et c'est pour ça, en fait, je pense que je me sens si bien. Ouais. Non, mais je trouve que c'est hyper important ce que tu dis. Hein. Ouais. Carrément. Et après, je t'avoue que il y a aussi des biais, c'est-à-dire que clairement, en fait, enfin là, pendant 1 an et demi, toute ma vie, c'était le projet, tu vois. C'est-à-dire que c'est tellement passionnel. Enfin, moi, j'ai noué une relation tellement passionnelle que j'en ai oublié beaucoup de choses à côté que j'aimais aussi. D'accord. J'ai beaucoup moins vu mes amis, j'ai fait beaucoup moins d'activités culturelles qui me nourrissent parce que vraiment j'ai tout concentré en termes d'énergie sur le projet et là je me suis aussi rendu compte que il faut toujours trouver un équilibre. C'est-à-dire bien sûr le projet il m'épanouit complètement, je me sens hyper bien et j'ai envie de le mener encore loin, mais il y a aussi d'autres choses en fait qui font du bien dans la vie oui. Et en fait faut pas oublier non plus ces autres choses qui sont importantes pour soi, quoi. Bien sûr, du coup c'était ma question juste après, tu fais une bonne transition. Pose toujours la question à mes invités s'ils ont des grands principes d'organisation, tu vois, qui les aident à être plus efficaces. Dans le mot efficacité, je mets comment tu fais en fait pour t'organiser dans ta vie pro pour pouvoir justement avoir une vie perso. Oui, alors moi je t'avoue que je suis encore de manière complètement transparente, je suis encore en recherche de cette organisation. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez intuitive et impulsive. Du coup, ce que je fais, je le fais en fonction de mes envies. D'accord. En gros, je m'écoute beaucoup, tu vois. Ouais. Je m'écoute beaucoup et je me dis, en tout cas, les trucs perso, je les fais quand j'en ai envie. Et du coup, je vais pas m'imposer un cadre. D'accord. En tout cas, dans mes envies perso. Alors du coup, ma méthode, en gros, c'est que j'ai une vie professionnelle qui est très organisée. Pour la Bao Family, du lundi au vendredi, c'est surorganisé. Et tu vois, c'est bien planifié. Tous mes rendez-vous sont planifiés. J'ai mes objectifs. Je sais exactement où je dois aller. Enfin, j'ai mes échéances, enfin vraiment tout est hyper planifié. Et par contre, dans ma vie perso, j'ai seulement mes cours de sport, tu vois, qui sont planifiés dans la semaine. C'est vraiment important pour moi, tu vois, d'avoir ces moments où tu lâches prise, tu lâches la pression, etc. Ouais. Exactement. Donc tu vois, il y a que mes cours de sport qui sont planifiés. Et après, moi, je t'avoue que ça me saoule maintenant de planifier même mes repas entre amis, parce qu'en fait, ça se trouve mardi soir, si j'ai pas envie de voir des gens, si j'ai plutôt envie de, je sais pas, regarder un film, et ben j'aurais peut-être plus envie de regarder un film, tu vois. J'ai pas envie de m'imposer en fait de contraintes, parce qu'en fait, on a tellement de contraintes avec l'entrepreneuriat que finalement, dans ma vie perso, j'ai envie d'être plutôt libre. Ouais. Et bien sûr, j'ai quelques impératifs sociaux quand même que je dois tenir parce que voilà, les gens doivent quand même s'organiser. Donc ceux-là, j'essaie de les tenir. Mais sinon, je suis plutôt à l'écoute, tu vois, de mes envies. Si j'ai envie d'écrire un soir, j'écrirai un soir. Si j'ai envie de lire un soir, je lirai. Si j'ai envie d'aller au théâtre, voilà. Alors la dernière minute, c'est compliqué, mais bon, je vais essayer de l'organiser dans les prochains jours. Enfin, voilà, je suis plutôt à l'écoute, tu vois, de mes envies du moment. Et en fait, tout ça, être à l'écoute de ces envies, c'est aussi ce qui va m'inspirer pour mon projet. Bien sûr, oui, ça te nourrit, bien sûr. Exactement. Ça me nourrit et ça me permet après de gagner en efficacité et en créativité surtout pour mon projet, quoi. Ouais, non mais top. Est-ce que tu peux me partager un livre qui t'a particulièrement marqué et pourquoi il t'a marqué? Moi j'aime beaucoup les romans et j'aime beaucoup Murakami. Et il y a un livre qui m'a marqué, c'est Kafka sur le rivage. Ok, je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu? Non. Ah, il faut que tu le lises. Ouais, raconte. Ce qui me touche, il fait un pont entre un nouveau monde un peu fictif, mais quand même avec la réalité. Et en fait, toi, tu passes en fait entre le réel et la fiction, et c'est génial ce pont entre les deux. Je trouve que ça fait vraiment travailler ton imagination. Et après, il a un style d'écriture, il est très poétique. Moi, j'adore, tu vois. Je trouve que c'est d'une beauté. Trop bien. C'est magnifique et voilà, je trouve que ça te permet de t'évader beaucoup. Et
Et après, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu rentres quand même dans la psychologie des personnages. Hyper intéressant. Tu vois, la société japonaise, c'est comme une société qui est hyper intéressante, je trouve. Psychologiquement, tu vois, c'est très très complexe. Et moi, j'adore, tu vois, aussi rentrer dans ces psychologies qui sont complexes. Ça montre la complexité de la nature humaine, et je trouve que c'est assez passionnant. Du coup, c'est un mélange. C'est ce mélange en fait qui fait que je suis particulièrement touchée. Bien sûr, non, je comprends. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je pense que c'est Yannick Agnel qui m'a dit rien n'est indépassable. Chouette. Ouais. Je t'avoue que du coup c'est un peu mon credo, c'est-à-dire que tu sais des fois tu te dis mais ça va pas être possible. Et souvent en fait, moi j'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent ça va pas être possible. Et moi je leur dis mais si, on va trouver un moyen et on va le rendre possible. Je suis complètement en phase avec ça. Ah ouais, complètement. Ouais. Et comment est-ce que tu progresses de manière personnelle? Je me pose pas mal la question de la progression en ce moment parce que tu vois, j'ai un peu une éducation où je me disais que j'étais pas encore assez bien, tu vois. Je me suis toujours dit il faut que je sois encore plus intelligente, plus cultivée, plus sportive, encore plus entrepreneur, enfin bref. Oui, je vois. Toujours plus, ouais. Toujours plus. Et franchement, j'étais vraiment dans ce truc-là avant. Et là, je me dis en fait, tu vois, j'ai déjà acquis plein de choses. Et là, j'ai plutôt envie de développer ma créativité. Enfin, explorer en tout cas ma créativité parce que je sens que c'est quelque chose que j'ai un peu mis de côté, mais qui ressortent, tu vois, beaucoup dans l'entrepreneuriat et dans le projet de restauration. Ouais. En fait, je me rends compte que, tu vois, j'ai pas mal d'idées et j'ai l'impression que je peux aller encore plus loin, tu vois, dans ces idées-là. Et du coup, en ce moment, je suis en train de travailler sur ça, tu vois, sur comment je peux libérer ma créativité. Et du coup, je me suis lancée dans un cours d'écriture. Trop bien. J'écris tous les jours. Et ça me permet, tu vois, d'être beaucoup plus en phase, en tout cas, avec la partie créative en moi. Voilà, donc j'écris, je dessine aussi un peu. J'essaie de me connecter plus au milieu artistique, en fait, qui me parle beaucoup, qui me nourrit beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est comme ça, en tout cas, que je vais progresser. Trop bien. Quel est ton moteur dans la vie? Qu'est-ce qui te drive? Ce qui me drive, c'est de rendre les gens heureux. Trop bien. Moi, ce qui me drive, c'est vraiment genre, moi, je rêve, tu vois, d'un monde où les gens soient complètement libres d'être eux-mêmes, vraiment libres d'exprimer qui ils sont et toutes les facettes de leur personnalité, et qui soient heureux en fait en étant qui ils sont et qui prennent du plaisir à vivre, tu vois. Voilà. Et le resto, c'est pour ça aussi que je me suis lancée là-dedans, c'est parce que pour moi, c'est quand tu manges, tu vois, tu procures du plaisir, enfin, tu as du plaisir, tout est sans solliciter, et tu peux avoir passé une mauvaise journée, tu manges un truc super bon, franchement, t'es heureux, quoi. Bien sûr. Et c'est ce que je voulais à travers le resto, c'était procurer du plaisir aux gens, même si c'était qu'une heure dans la journée, tu vois, que ça les aide, en tout cas. Pour le coup, la nourriture, ça aide beaucoup à rendre heureux. Exactement. Et quelle est ta définition de la réussite? Pour moi, tu réussis quand t'es aligné avec toi-même. C'est-à-dire que tu es vraiment en phase avec la vie que tu as envie de mener, avec les valeurs qui te tiennent à cœur, que tu es entouré aussi de gens voilà, qui partagent aussi ces mêmes valeurs et avec qui vous pouvez construire ensemble. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Et que ça se matérialise pas du tout, tu vois, par des trucs concrets. Tu vois, c'est pas parce que tu deviens millionnaire ou que tu as monté une start-up ou que voilà, tu as créé une œuvre fantastique. Pour moi, c'est pas du tout les trucs matériels en tout cas qui matérialisent la réussite. C'est vraiment toi en tant qu'être humain. Est-ce que tu as réussi finalement toi à mener la vie dont tu rêvais? Et ça, en fait, pour moi, quelqu'un qui a mené la vie dont il rêvait, bah, il a réussi. Et si toi, la vie dont tu rêves, c'est avoir une vie de famille hyper épanouie et tu vas être aux côtés des enfants et à accompagner tes enfants, bah, et que tu vois, c'est ça, en gros, ta mission, et que tu l'as accompli, ça c'est génial, t'as réussi, quoi. Et si c'est autre chose, bah, c'est autre chose. Mais que chacun, en fait, écoute ses envies profondes, et la personne qui a réussi à aligner sa vie avec ses envies profondes, pour moi, elle a réussi, quoi. Je suis en phase. C'est cool ce que tu dis parce que soit il y a la réussite de la société, tu vois, ce côté un peu t'as fait telles études, t'es dans telle boîte, c'est génial, mais en fait toi t'es pas épanoui, et en fait c'est hyper important aussi de définir la réussite pour soi. Ouais, c'est exactement ça. Et de la suivre en fait, complètement en phase avec ça. Ouais, complètement. Mais je trouve que c'est super dur. Ah oui. Parce que on est dans des sociétés où tu as le regard des autres, c'est super difficile d'en détacher. Et on t'a tellement imposé, tu sais, des cadres, des codes,
que en fait se défaire de ces codes c'est super dur et même limite tu te sens rejeté, tu vois. Bien sûr. Quand tu ne corresponds pas à ces codes sociétaux. Et moi je t'avoue que c'est une problématique que je me pose souvent. Moi j'ai l'impression d'être un ovni en fait. Non, ça va. Hein. Ouais, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à me définir, appartenir à un certain groupe, tu vois. Oui, après, il y a aussi ça qui fait la force d'une personne, en fait, tu vois. Ouais. Le fait d'accepter sa particularité, sa singularité. Après, et je pense aussi, c'est plus tu te connais, aussi, c'est ça, c'est que plus tu te connais, plus t'es à l'aise avec ça. Ouais, carrément. Parce que sinon, en fait, effectivement, t'as l'air hyper bizarre. Ouais, carrément. Tu dis, oui, mais moi, je pense ça, mais les gens ne pensent pas ça. Mais en fait, quand tu te connais et que tu l'assumes, mais oui, t'es en mode, en fait, c'est soit je fais ça, soit je fais semblant d'être une personne d'autre, de me travestir pour les gens. Et en fait, t'es malheureux. Complètement. Et du coup, ça revient un peu à ta question, tu vois, de comment est-ce que tu progresses. Et je pense vraiment que la progression, elle passe par la connaissance de soi-même. Ouais, moi, je suis en phase. Enfin, c'est vraiment un truc, pour l'appeler comme on veut, du développement personnel, on peut l'appeler comme on veut, mais je trouve que c'est hyper important. Et ça veut pas dire qu'on est centré sur soi-même. Non, pas du tout. Ouais, parce que moi, c'est en tout cas des débats que j'ai parfois avec des amis. C'est pas centré sur toi-même, mais en fait, c'est que si tu te connais toi, encore une fois, t'es plus à même de composer avec les autres. Ouais, mais je suis entièrement d'accord. Et en fait, il faut accepter à la fois, tu vois, ses talents, mais aussi ses zones d'ombre. Et on a tous, tu as des zones d'ombre. Et en fait, je pense que plus tu acceptes toutes les facettes de ta personnalité, plus en fait tu seras en capacité de construire avec les autres, d'avoir de l'empathie pour les autres et d'être aussi présent pour les autres. Complètement. Et ouais, carrément. Complètement. Et Céline, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou qui te tient à cœur qu'on n'a pas pu évoquer durant cette agréable discussion? Non, après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est écoutez-vous. Ça, c'est super important. Et des contraintes naît la créativité. Donc, en fait, ne pas s'inquiéter des difficultés qu'on va forcément rencontrer dans notre cheminement. Il y en aura forcément, mais en fait, ce qui est important, c'est comment, face à ces difficultés, on décide, tu vois, de choisir un chemin ou un autre, quoi, et être le plus créatif dans nos choix. Ah ouais. Et c'est ça, je pense, qui va nous mener, tu vois, un peu vers la bonne direction, quoi. Ouais, super. Et si on veut te joindre, Céline, où est-ce qu'on peut le faire? Alors, on peut le faire sur Instagram, sur mon compte perso, qui est celine.chg. Et après, sur LinkedIn, vous pouvez aussi me joindre sur l'Instagram de Bao Family, bao.family. Et voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup, Céline. C'était vraiment chouette d'échanger avec toi. Merci à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur le site www.gatemery.com. Et si vous voulez me contacter pour me poser des questions, me présenter de nouveaux invités ou me donner vos feedbacks, je suis hyper preneuse de feedback. N'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence, avec le pseudo @gatemery. Je vous répondrai avec grand plaisir. Dernière chose, hyper importante pour moi, c'est de m'aider à faire connaître ce podcast en mettant une note 5 étoiles sur iTunes. Pourquoi iTunes ? Parce que c'est là où on peut se démarquer dans la jungle des podcasts et qui permettra aux autres auditeurs de le découvrir plus facilement. Si vous n'avez pas iTunes, pas de souci, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.